Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce deuxième webinaire du pôle numérique et école inclusive de hashtag le plus important. Nous sommes très heureux de vous accueillir, nous savons que vous êtes déjà nombreux de l'autre côté de l'écran. Merci à nos intervenants d'être présents, Sylvain Parquet, Claude Tran et Christine François qui nous rejoint. Mais merci à Eric Campanini qui va co-animer ce webinaire avec moi. Le plus important, hashtag le plus important est un think tank et action lab indépendant et innovant qui se mobilise pour redonner du pouvoir d'agir à chacun et promouvoir une société plus inclusive, d'où la thématique de ce pôle école inclusive et numérique. L'idée est de favoriser le développement des publics fragilisés, des compétences de manière à avoir une société et non pas seulement évidemment une école inclusive. Le think tank sert à inspirer et partager des solutions concrètes auprès des pouvoirs publics, des décideurs, des entrepreneurs, des associations, et l'Action Lab accompagne en pro bono les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, je te laisse, Eric, nous présenter l'objectif de cette série de webinaires. Oui, tout à fait. Cette série de webinaires, elle est évidemment très liée à cette crise du Covid et du confinement qui a bouleversé les pratiques et du côté des enseignants et du côté des élèves et du côté des parents, évidemment. Le numérique a joué un rôle important, catalyseur de ces bouleversements. Il est au centre du jeu dans la relation entre ces différents acteurs. Toute la question au travers de cette série de webinaires, c'est de savoir est-ce que ça va le rester, est-ce que ça va changer des pratiques en matière d'inégalité, est-ce que des pratiques éducatives et la place des enseignants est en train d'évoluer dans ce cadre-là, quid de la relation entre les parents et les profs, et finalement, est-ce que c'est un poison ou un remède pour l'école inclusive. Et c'est pour traiter toutes ces questions que le pôle numérique et école inclusive de hashtag le plus important a décidé de poursuivre ses travaux et nous organisons 5 webinaires ouverts au public, réunissant des experts et des acteurs du terrain. Je rappelle que le précédent webinaire est disponible sur YouTube. Et il s'appelle Covid et inégalités scolaires, les pratiques numériques des profs, poison ou remède. Merci. Donc, celui d'aujourd'hui est intitulé « Le numérique à l'heure du Covid, une nouvelle donne pour l'école inclusive ». C'est vrai que le 16 mars, lorsque la fermeture des écoles a été décrétée, donc c'est 12 millions d'élèves, 1 million d'enseignants, les personnels éducatifs, et également donc 320 000 élèves qui bénéficient d'accueil dans l'école inclusive, et également 70 000 enfants qui sont accueillis dans des IME, donc des instituts médico-éducatifs, qui leur proposent à la fois donc un accompagnement pédagogique, éducatif, qui se sont retrouvés à devoir inventer des nouvelles solutions dans l'improvisation, dans l'urgence, en s'appuyant sur les connaissances déjà acquises et sur les compétences à développer. Et c'est vraiment cette thématique qui nous a paru extrêmement importante et dont il nous semblait qu'il y avait à la fois un retour et un partage d'expériences à faire, et puis également des leçons à tirer pour l'avenir, pour s'inspirer de ce qui a été fait, de ce qui a marché, moins bien marché. Et c'est dans cette optique qu'on a conçu ce webinaire et qu'on a sollicité des intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc, en particulier, Christine François. Donc, je ne sais pas si Christine est connectée finalement maintenant. Non, Christine est en cours de connexion. Christine est en cours de connexion. Alors, on est en train de suivre ça. Voilà. Très bien. Alors, donc, je vais d'abord avoir le plaisir de vous présenter donc, Sylvain Parquet, qui est donc le chef du service au sein de l'Institut médico-éducatif Yves Farge de la Fondation OVE. Donc, vous aurez le plaisir de nous présenter les activités de la Fondation et la façon dont vous avez organisé l'accueil des jeunes dans votre institution. Donc, vous êtes autour de Lyon. Voilà. Et puis, nous avons également donc, Claude Tran qui est avec nous. Rebonjour Claude. Donc, président d'Inversons la classe, un collectif d'enseignants, anciens proviseurs, anciens inspecteurs. Et Christine François, donc, qui va nous rejoindre dans quelques instants, donc, qui est déléguée académique au numérique dans l'Académie de Nancy-Metz, qui a piloté de nombreux travaux de recherche sur l'école inclusive et qui a contribué notamment au rapport de l'association hashtag le plus important sur le thème école inclusive et numérique. Donc, on a vraiment des experts de notre thématique afin de répondre à toutes les questions. Donc, les questions sont déjà ouvertes. On en a reçu un certain nombre. N'hésitez pas à continuer à nous en envoyer sur le petit chat sur le côté. On y répondra au fil des interventions de nos experts.
Alors, donc, Sans attendre, Sylvain, si vous bien vous prêtez à l'exercice, Oui, pas de prendre souci. le relais et on reviendra avec vous. vous pourriez nous dire Merci. déjà, Sylvain, quelques mots sur l'OVE qu'on a envie de mieux connaître. Bonjour à tous. Donc, bon, moi, comme vous l'avez indiqué, je suis chef de service dans un IME sur la région lyonnaise, à Vaux-en-Velin exactement. La fondation OVE est assez vieille, hein, puisqu'elle date d'après-guerre. Elle accueille, accompagne originellement des enfants, mais après, elle a diversifié l'accueil de son public pour les adolescents, les adultes et les personnes âgées. Pour résumer l'OVE, c'est assez simple, on pourrait traduire ça en quelques verbes. C'est éduquer, soigner, enseigner, former, insérer, accompagner. Ça veut dire que notre mission au quotidien, alors pour repartir moi sur les IME, c'est vraiment d'accompagner les jeunes de l'établissement à développer leurs capacités et à faire en sorte, on parlait d'inclusion tout à l'heure, à faire en sorte que ces jeunes puissent intégrer le mieux possible, malgré leur situation de handicap, la citoyenneté et la vie comme tout à chacun pour leur future vie d'adulte. Donc, la Fondation OVE, elle a vraiment ça dans ses gènes, hein, c'est de pouvoir instaurer une égalité, faire en sorte que malgré cette situation de handicap, eh ben, l'inclusion ne soit pas que des mots et qu'on puisse vraiment faire en sorte que ces personnes puissent travailler, puissent vivre, participer à des activités ludiques, enfin de toutes sortes. Et voilà, on est vraiment dans cette recherche, dans cet accompagnement, nous, personnel éducatif, enseignants et soignants, dans cet accompagnement au plus proche des besoins des usagers. Très bien, ben voilà, on voit que c'est un travail collectif et un travail d'équipe au service d'un public très large et très vaste. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la façon dont s'est mis en place l'accompagnement des enfants et des jeunes que vous avez accueillis dans l'IME, puisqu'ils se sont retrouvés eux aussi, à l'instar de leurs camarades dans les écoles, voilà, face à une situation complètement inédite, et on peut imaginer en plus qu'elle est génératrice d'angoisse dans des conditions, voilà, tant pour les personnels, les enfants que les parents, comme pour tout le monde, hein, l'inclusion, c'est tout le monde pareil. Effectivement, ça n'a pas été évident. Donc nous, alors pour faire très simple et très rapide, hein, à partir du 9 mars, on parlait tout à l'heure du 16 avec l'école, avec la fermeture des écoles et de tous les établissements spécialisés. À partir du 9, l'ARS nous avait quand même indiqué des choses et on nous a demandé de mettre en place le plan bleu. C'est ce qui correspond au plan blanc dans les hôpitaux, c'est la même chose pour les établissements médico-sociaux. Et donc, de par ce plan bleu, on a mis en place une cellule de crise pour anticiper cette fermeture de l'établissement et mettre en place tout l'accompagnement digital, l'accompagnement à distance de ces jeunes pour éviter la rupture de parcours. Donc, on parlait tout à l'heure, hein, on parlait des enseignants, mais nous, elle est effectivement très large parce qu'un IME, ça a vraiment pour vocation à remplir et à accompagner l'usager dans toutes les difficultés qu'il peut avoir, c'est-à-dire bien évidemment au niveau de la pédagogie, et donc là de l'enseignement propre, mais aussi de toutes les questions éducatives et les questions de soins. Donc ça a été mis en place relativement rapidement. Là aussi, une petite parenthèse pour remercier la Fondation parce qu'on a été très étayé, très aidé au niveau numérique, où on a pu avoir vraiment rapidement des outils adaptés à nos difficultés. On sait que c'était un enjeu important, l'équipement des familles qui était très inégalement réparti, absolument. Oui. C'est ça. Moi, j'en parlais. Alors là, pour l'instant, je parle qu'au niveau professionnel, parce qu'effectivement, j'y viendrai, mais on a eu des grosses difficultés au niveau des familles accompagnées pour avoir cet accès au numérique. En tout cas, voilà, nous, on a mis en place plusieurs outils très pratico-pratiques. On n'a pas inventé des choses extravagantes, mais au niveau de l'enseignement spécialisé, l'équipe de 6 enseignants de l'Éducation nationale a tout de suite mis en place, dès la première semaine, des devoirs adaptés, transmis par mail aux familles, et donc de manière individualisée, c'est-à-dire que les devoirs étaient vraiment individualisés au niveau et aux problématiques de chaque usager. Éducatif, on a pu mettre en place un fonds documentaire et donc un fonds d'outils, là aussi très pratique. Donc un accès aux ressources à la fois numérique, documentaire, pour que les familles et les professionnels puissent se repérer. On imagine bien la dimension d'individualisation qui est particulièrement importante en IME et à quel point du coup les outils numériques ont dû être adaptés aux capacités et aux besoins de chaque famille, de chaque enfant.
Oui, parce que alors là, on rentre plus dans les difficultés, mais effectivement, on s'est très vite trouvé confronté à un premier problème qui était d'ordre juste de l'appareillage, de l'outillage. Et sur nous, les 96 familles accompagnées au quotidien, on avait un tiers, 27 familles très exactement, où on avait un tiers des familles qui n'avaient absolument pas d'accès à l'outil ordinateur ou même tout simplement à un mail, soit par manque de connaissances, soit par manque de moyens. Voilà, c'était soit aussi des familles où le téléphone ou l'ordinateur, de par la difficulté de la langue française, ne pouvait pas communiquer de cette manière-là. Donc ça a été vraiment une nécessité, nous, établissements, de s'adapter et de pouvoir trouver aussi d'autres méthodes de communication. Oui, absolument, on imagine. Donc ça, c'était effectivement un des éléments des difficultés particulières. Donc vous avez souligné le rôle joué vraiment par les outils numériques qui étaient indispensables évidemment pour la communication à distance, avec, on imagine, des challenges justement pour les professionnels qui s'occupent et qui accompagnent les jeunes, puisque non seulement il y a les difficultés rencontrées par tout un chacun, mais certaines qui se présentent de manière différente pour des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. Quels enseignements vous pouvez quand même tirer de cette période et quelles leçons pour l'avenir vous pouvez nous donner en quelques mots? Alors, moi déjà, quand on parle justement de problématiques spécifiques, effectivement, on a beaucoup de jeunes, nous, en établissement, qui sont non lecteurs, non rédacteurs, qui ont des moyens de communication qui sont assez limités. On a des enfants donc, entre 12 et 20 ans qui, devant, par exemple, un ordinateur en visioconférence ou par téléphone, ont énormément de difficultés à parler, à dire les choses. Donc déjà, nous, c'est quelque chose dont qu'on a l'habitude de faire dans l'établissement. Mais là, on a dû réinventer les choses pour que ça soit à distance. Mais on travaille énormément avec les outils Falc, faciles à lire et comprendre, pour pouvoir adapter notre niveau aussi de communication et de compréhension pour ces enfants-là. On utilise énormément aussi tout ce qui est pictogramme. Et donc, on a là transvasé un petit peu les outils qu'on a au quotidien dans notre établissement, dans les familles, dans les habitations, pour permettre aux familles d'adapter l'accompagnement de leurs enfants. Parce que ça, vous parliez de difficultés, ça a été aussi une grande difficulté aussi. On parle souvent des aidants. En ce moment, c'est quelque chose qui est important. Et c'est vrai que les familles, nous en tout cas, de par notre fonctionnement, les familles souvent sont très étayées et les enfants ne sont pas forcément souvent à la maison. On a un internat, les enfants sont quelques fois par semaine en direct avec leurs parents. Et là, cette période de confinement, de se retrouver tous ensemble sous le même toit pendant des jours, on a très vite des parents, des aidants qui ont été en grande difficulté, surtout avec les personnes, justement les enfants avec des TSA, des troubles du spectre de l'autisme, où là, il y a vraiment un fonctionnement bien spécifique à avoir et des outils très adaptés. Et les parents, malgré la connaissance parfaite de leur enfant, ne sont pas toujours outillés comme un professionnel pour parler au comportement, aux troubles de la personnalité. Donc, du coup, c'est justement, là où vraiment on n'a pas… Pardon. Justement, si je peux me permettre de rebondir, Sylvain, j'aimerais avoir le retour de Claude et votre vision, Claude, par rapport à ce que vient d'évoquer Sylvain. Vous êtes effectivement président de l'association d'Inversons la classe. Est-ce que les professeurs qui appliquent les principes de la classe inversée s'en sont mieux sortis pendant cette période ou en fait pas du tout? En fait, l'inclusion, c'est l'affaire de tous les enseignants. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'ensemble des classes, les classes sont très hétérogènes. Et si on veut une école inclusive, c'est-à-dire une école ouverte à la différence, il faut qu'on soit effectivement capable d'accueillir tous les élèves. Et si l'inclusion, c'est l'affaire de tous les enseignants, l'inclusion, c'est la réussite de tous. L'inclusion, c'est la disparition du décrochage scolaire. Alors, l'association Inversons la classe, elle s'est donnée pour projet de favoriser la réussite de chaque élève en changeant les pratiques enseignantes des enseignants. En fait, c'est par cet angle d'attaque qu'effectivement, l'association Inversons la classe pense que l'on pourra réussir à faire réussir tous les élèves. Le dénominateur commun des classes inversées, c'est d'abord la mise en activité des élèves. En classe, en les faisant coopérer sur des tâches complexes ou à forte charge cognitive, l'enseignant change alors de posture et passe du face-à-face au côte-à-côte.
En renvoyant par contre sur le hors-classe et souvent en amont des activités à faible charge cognitive jusqu'alors réalisées en classe, avec différents types de ressources et plus particulièrement numériques, il s'agit de proposer des tâches réalisables par chaque élève. Ainsi, en créant une forme de continuum entre différents temps et différents lieux de l'apprentissage, on réduit la discontinuité didactique qui existe entre la classe et la maison. Alors, la très grande panoplie des outils numériques à la disposition des inverseurs qu'ils créent et partagent dans la vaste salle des profs que certains considèrent qu'est Twitter, et en particulier les réseaux sociaux, permet d'assurer une continuité pédagogique, mais non pas dans le sens où on l'a entendu avec le confinement, mais du synchrone à l'asynchrone, en situation, je dirais, excusez-moi de l'expression, de normalité ou de classe normale. Les réflexions sur l'articulation du hors-classe et du en-classe et du type de tâches adéquates selon les lieux et les temps d'apprentissage, c'est effectivement le point d'entrée dans l'inversion. Alors le confinement, eh bien sûr, il a subitement supprimé ce qui fait l'essentiel de l'acte pédagogique des enseignants, c'est-à-dire ce temps de classe si essentiel aux apprentissages, car c'est bien à plusieurs qu'on apprend tout seul. Ou disons, on n'apprend jamais sans les autres, si on apprend seul. Les inverseurs… Claude, je me permets de rebondir sur… Oui. Sur cet aspect-là. Est-ce que c'est des dimensions, Sylvain, aussi que vous aviez eu à mettre en place, justement, peut-être des échanges collectifs entre différents enfants, puisque dans les IME, il y a aussi une grande part de travail qui est fait par vos équipes autour de la socialisation, du fait de nouer des liens, et de la même manière que les enseignants, Claude, ne se sont plus retrouvés avec leur classe, même s'il y a un travail en classe inversée, il y a aussi toute cette dimension social de contact qu'il a fallu maintenir à l'école et dans les IME. Comment vous avez pu aborder aussi cette dimension? Alors, on s'est posé la même question, effectivement. Hein, le collectif est quelque chose d'essentiel. Ça, je pense que tout le monde ne peut que être d'accord avec ça. Et effectivement, la socialisation, alors c'est un mot très très large hein, qui veut dire beaucoup de choses, mais le lien à l'autre, nous, pour les personnes en déficience intellectuelle, est essentiel pour l'apprentissage. La difficulté qu'on a rencontrée, au départ, on souhaitait mettre en place justement des groupes via l'outil numérique et on n'a pas pu, mais alors là pour des questions techniques, on n'a pas réussi à mettre en place ça. Donc on a très vite dû rebondir pour faire ça de façon beaucoup plus simple, mais qu'il y ait quand même quelque chose de partagé. On a mis par exemple en place des petits challenges, des choses sportives ou des petits au niveau d'activités éducatives où chaque jeune pouvait poster une photo ou pouvait envoyer quelque chose et après qu'on rassemblait dans un groupe privé et là après tout le monde, toutes les familles qui avaient accès pouvaient avoir aux différentes créations ou créations artistiques faites par les jeunes. Mais on n'a pas pu malheureusement créer de groupes de parole, créer vraiment de temps partagé collectif pendant ce moment-là. Et c'est vrai que ça nous a été demandé, on n'a pas réussi à le faire. Et peut-être en rebond par rapport à ça, par rapport à ce que vient de dire Sylvain, Christine, je crois que Christine, vous nous avez rejoint. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, je vous entends parfaitement. Eh ben, tout fonctionne, c'est parfait. En rebond sur ce que vient de dire Sylvain sur justement la difficulté et peut-être aussi à recréer ces moments d'échange privilégiés, des choses que vous avez observées par rapport à cette crise sanitaire qu'on ne savait peut-être pas encore sur l'inclusion? Oui, en fait, on a rencontré au niveau de l'accompagnement sur une académie plusieurs temps. Le premier temps a été au moment de la prise de décision du confinement, un besoin important de garder du lien et du lien avec toutes les familles. Et donc, je dirais qu'il y a eu une mobilisation massive pendant 3 semaines où on s'est rendu compte que, en fait, cette période a été un révélateur de manque de disponibilité au sein des familles de l'outil numérique, soit par manque d'équipement, d'infrastructures, de socle, ou encore pour ceux qui étaient équipés d'une concurrence intrafamiliale, puisqu'il y avait une grosse mobilisation des outils. Je rejoins le témoignage du collègue qui évoque Est-ce que vous pouvez juste rebondir, Christine? Pardon, je vous interromps là, parce qu'effectivement, Sylvain disait tout à l'heure qu'un tiers des familles n'avaient absolument pas d'accès à l'outil numérique. Ce que vous dites là, c'est une concurrence intrafamiliale, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, une concurrence numérique intrafamiliale?
Oui, il y a eu beaucoup de témoignages en ce sens, c'est-à-dire que les parents étaient en télétravail. Souvent, il y avait plusieurs enfants au sein du foyer. Et pour garder une continuité des apprentissages, même une continuité sociale, nous avons tous utilisé fortement les outils numériques qui ont été véritablement une solution pour garder des relations humaines. Ce qui est étonnant parce qu'on a changé de paradigme. Longtemps, on a évoqué le fait que le numérique risquait de couper les relations humaines et les échanges sociaux. Et en réalité, on s'est rendu compte que grâce à l'outil, eh bien, nous avons pu continuer à mettre en place des temps d'échange, des apprentissages. Le ministre évoquait pendant un temps le fait qu'on continuait à renforcer les acquis. En réalité, au bout d'un certain temps, maintenant, nous pouvons mesurer qu'il y a des apprentissages nouveaux qui ont été développés en télétravail pour les individus, les salariés, des compétences nouvelles qui ont été acquises. Mais tout ça nécessite un environnement numérique dans la famille. Et à ce moment-là, tout le monde était autour du même outil parfois. D'accord. Et concrètement, quand vous dites de nouveaux outils, vous avez finalement été très créatif pendant cette période-là. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples concrets de ce que vous avez pu réaliser? Ouais, ce qu'on a observé, alors je vous donne un exemple plutôt révélateur parce qu'on est sur le niveau maternel. Un directeur d'école qui a réussi à garder du lien avec les enfants de maternelle en créant des activités à distance, des défis, mais aussi en créant des petites capsules d'explication aux parents de l'intérêt de l'apprentissage ou de l'activité d'apprentissage qu'il allait devoir faire à côté de son enfant, avec notamment des guides de prérequis à vérifier. Et donc, vous voyez bien que tout le monde a été très créatif. Je crois que cette période a été un formidable accélérateur en fait des transformations et aussi de la question de la coéducation. Alors là, je suis sur un public plus large, mais évidemment, vous voyez bien que sous-jacent se pose ensuite la question des élèves à besoins particuliers. Et très vite, on a pu observer au bout de 3 semaines qu'il nous fallait apporter très rapidement des réponses pour ne pas créer une fracture numérique ou une fracture du lien social supplémentaire pour ces élèves-là. Oui, après, Claude, je me permets, c'est vraiment exactement ce à quoi les enseignants qui travaillent dans les modalités de classe inversée sont habitués, c'est-à-dire à expliciter via des outils supplémentaires, via des capsules, pour permettre une meilleure différenciation et donc une meilleure inclusion. C'est exactement cela. En fait, d'emblée, dès le lendemain de la mise en œuvre du confinement, les inverseurs se sont retrouvés, bien sûr, surpris comme tout le monde, comme tous les enseignants, et ce manque de présence d'élèves les a fait autant souffrir que leurs collègues. Toutefois, comme ils étaient habitués et qu'ils avaient habitué leurs élèves déjà à utiliser des outils qu'ils avaient créés, qu'ils avaient partagés, des outils d'ailleurs quelquefois extrêmement simples avec leurs élèves, ils les ont mis en place. Donc, l'accès aux ressources, les modes d'évaluation avec l'aide des outils numériques qu'ils pratiquent de façon assez fréquente ont été utilisés. Mais très vite, ils ont vu qu'ils avaient besoin de cette relation directe avec les élèves, mais que par ailleurs, les élèves aussi avaient besoin de relations entre eux. Et certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux ont expérimenté. Et je suis tout à fait d'accord avec Christine François. Là, on a eu une accélération de la créativité. Les enseignants sont des chercheurs et des créateurs. Ils ont créé des outils, ils ont testé. Par exemple, une collègue en français en collège a proposé à ses élèves d'utiliser la visio pour qu'entre eux, les élèves l'utilisent pour recréer des groupes de travail, exactement comme cela se constitue dans une classe inversée. En réalité, au lieu d'avoir une classe en autobus, on a des groupes de travail hétérogènes où les élèves avancent avec le plan de travail. Le plan de travail a été utilisé. L'outil plan de travail, qui est classique dans la pédagogie freinée, et généralisé et utilisé surtout au niveau du premier degré, a été utilisé en collège et en lycée. Et manifestement, un certain nombre de collègues ont trouvé des pistes, alors autant le dire, insatisfaisantes par rapport à la réalité de la classe en présentiel. Ils ont essayé de créer du présentiel dans le distanciel, ils ont essayé,
Ceci étant, bon, c'est l'ensemble de ces pratiques qui devront être, comment dirais-je, et partagées et réfléchies et retravaillées pour voir un petit peu comment elles peuvent être utilisées demain. Mais manifestement, je suis tout à fait d'accord, tout un travail de création, tout un travail d'invention est en cours et je crois que c'est justement cette créativité des enseignants qu'il faut louer, il faut la mettre en exergue en disant oui, les enseignants ont fait un très gros travail pendant cette période. Oui, Sylvain, j'imagine aussi que justement Claude parlait des plans de travail donc, qui sont un outil utilisé voilà, à l'école par certains courants pédagogiques. Je crois que c'est vraiment aussi ce que vous avez probablement dû utiliser, notamment pour les enfants avec troubles du spectre autistique, parce que c'est des choses dont ils ont besoin, que ce soit très ritualisé. Oui. Et du coup, c'est un moyen de les transmettre via le numérique de manière très, très cadrée et donc rassurante pour ce public. Tout à fait. Le plan de travail, c'est effectivement quelque chose qu'on utilise au quotidien aussi, qu'on a continué à utiliser là, de façon numérique. Le séquençage du travail pour les personnes à besoins spécifiques, les enfants spécifiques, effectivement, est quelque chose de généralisé. Les parents, c'est là aussi que le gros travail a dû être fait. Hein, justement, quand on parle de coéducation, on a vraiment dû apprendre aussi aux parents ces méthodes-là, qu'ils n'avaient pas forcément toujours, qu'on n'avait pas forcément d'ailleurs aussi communiqué. C'est vrai que c'est quelque chose qui se passe dans nos classes, dans notre IME, mais quand on parle de travail, souvent les parents voient juste le résultat, et c'est normal d'ailleurs, c'est ce qu'on leur demande. Et là, ils ont dû se mettre aussi dans cette coéducation et ce co-apprentissage. Et on a dû leur fournir et leur expliquer aussi toute cette procédure, tout ce processus pour leur permettre l'acquisition. Parce que là, moi, je permets aussi de reprendre aussi ce qui a été dit par Claude, mais il y a tout ce travail qui n'a pas pu se faire justement de par cet éloignement et de ce non-contact. Nous, il y a tout un travail avec les personnes avec des troubles du spectre de l'autisme où il y a la communication paraverbale, le contact, le toucher qui est très, très important. Et là, malheureusement, qu'on n'a pas pu avoir. Et là aussi, on est encore dans cette recherche, parce que c'est une recherche permanente d'outils adaptés et on n'a pas encore complètement les solutions idéales, idoines, mais on cherche. Et tout doucement, en tout cas, cette crise-là a eu ce côté positif, je suis complètement d'accord, d'accélérateur, où on a été obligé de se mettre tous au travail, éducateurs, thérapeutes, pédagogues, enfin voilà, enseignants, on a inventé des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées avant. Et justement, dans cette période sans précédent, pour rebondir sur ce que vous évoquiez, Sylvain, là, je vois des questions là, qui nous sont envoyées par les participants. Alors, je ne sais pas, Claude, si on est dans un autobus ou dans un groupe indépendant, etc. Enfin, en tout cas, dans le groupe dans lequel on est là. J'ai une question, et peut-être pour vous, Christine, sur des exemples de bonnes pratiques, justement, de l'utilisation du numérique et du distanciel. Vous nous expliquez que, finalement, ça a révélé des ressources qui étaient aussi déjà existantes, en fait, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a la chance en France d'avoir un écosystème de ressources numériques extrêmement pertinentes. Je dis la chance parce que je fais des déplacements à l'international et je ne retrouve pas forcément les qualités de ces ressources. Et en fait, l'objet, c'est vraiment que cette période a permis aux enseignants de les redécouvrir et surtout de les mobiliser sur ces situations de besoins particuliers qui viennent d'être expliquées. On a la possibilité d'envoyer un certain nombre d'informations aux familles et aux élèves sur des tâches à réaliser dans les apprentissages. Par contre, certains élèves, quand ils reçoivent la consigne, il faut qu'ils soient guidés. Et il faut aussi, pour les élèves à besoins particuliers, qu'ils puissent les lire, en prendre connaissance, les comprendre. Et en fait, on a tout un ensemble de banques de ressources numériques pour l'école qui ont été impulsées par le ministère, qui intègrent toutes ces situations d'élèves à besoins particuliers. Et c'est un volet qu'on n'avait pas forcément suffisamment investigué, ou en tout cas, les enseignants n'avaient pas forcément identifié tout le potentiel de ces ressources. Et comme là, l'enfant était chez lui, qu'il n'y avait pas une possibilité de remédiation par le présentiel, eh bien, on a utilisé au maximum tous les potentiels des ressources qui nous étaient mises à disposition. Et alors, juste, je fais un lien avec des projets en ce moment qu'on développe avec le ministère, qui est le P2IA. Ce sont des ressources qui embarquent de l'intelligence artificielle. Et en 2 mois, 3 mois,
on a eu une amplificateur d'enseignants, un phénomène amplificateur d'enseignants expérimentateurs qui se sont massivement saisis de ces ressources et qui nous témoignent, puisqu'on a des bilans intermédiaires en classe virtuelle, d'utilisation pour des élèves en situation d'autisme. Alors que je vous avoue qu'au départ, on n'aurait pas forcément été vers les élèves à besoins particuliers dans une première intention d'expérimentation. En fait, c'est les enseignants qui s'en sont pleinement saisis pour pousser le potentiel nécessaire sur les élèves à besoins particuliers. Et ça, c'est particulièrement remarquable et vraiment, je le partage avec vous ici en bilan. Oui, ça c'est un aspect extrêmement important. On a un certain nombre de questions qui arrivent, on va essayer de les prendre un peu dans l'ordre. Elles rebalaient un petit peu tous les sujets par lesquels on est passé. Vous avez tous souligné effectivement ce problème qui s'est révélé dans toute son acuité du manque d'outillage. Vous avez déjà proposé quelques-unes des pistes que vous avez mises en œuvre pour essayer de le contourner, parce que l'enjeu était effectivement de garantir autant que possible la continuité pédagogique et éducative pour tous. Est-ce qu'il y a des possibilités voilà, que vous avez pu expérimenter ou dont vous avez eu connaissance pour contourner ça? Alors, on a parlé du téléphone, on a parlé parfois de documents papier que les familles venaient chercher dans ce qui était autorisé, hein, même dans les règles de confinement, parce que tout le monde n'avait pas accès à ces outils. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots, peut-être Christine et puis Sylvain, sur le sujet, et Claude aussi, si vous avez des idées? Oui, il y a eu… Pardon, oui, allez-y. Non, allez-y. Non, je vous en prie, j'ai plaisir à vous entendre. Allez-y, je vous en prie. Non, moi, c'était justement, alors, juste c'est un retour d'expérience, effectivement, où là, on n'a pas été très inventif parce que malheureusement, on n'avait pas forcément les moyens. Mais c'est vrai que, comme je le disais au départ, on est dans un bassin environnement de l'établissement qui est assez particulier. On est sur la commune de Vaux-en-Velin, donc avec des difficultés sociales importantes. On a un niveau familial, un niveau de revenu familial qui est faible. Et donc, on a dû adapter, nous, nos pratiques par rapport à cette exigence-là. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé très vite confronté, alors vous en parliez, hein, Marlène, mais de dire… On a utilisé les moyens les plus simples possibles, en fait. C'est vraiment ça, la nécessité pour ne pas créer cette rupture. Nous, on avait vraiment cette idée en tête, et c'est même pas qu'une idée, c'est une obligation. Le zéro rupture, le rapport Pifto indique ça, on ne doit pas créer la rupture, que ce soit en termes de soins ou en termes de continuité éducative ou pédagogique. Et pour ces enfants-là, ce qui créera vraiment encore plus d'inégalités. Et là, quand on parle d'inclusion, vraiment, on crée une vraie fracture entre ces publics-là. Donc, on a dû utiliser, vous le disiez, on a dû faire venir tout simplement, par exemple, avec des… nous, on donnait des documents réglementaires pour qu'ils puissent venir chercher les papiers. C'était des moments simples aussi de l'échange où les familles venaient puiser un petit peu tout simplement sur de sécurité, des gestes barrières, donc ça limitait quand même les contacts humains. Mais voilà, on était vraiment aussi dans un soutien tout simple de relations de personne à personne qui, pour beaucoup de familles, était indispensable aussi parce qu'elles se retrouvaient très seules. Et donc, voilà, c'était, même si elles étaient nombreuses dans leur appartement, souvent les parents se retrouvaient très, très seuls face aux difficultés. Et de juste venir voir l'éducateur ou le soignant sur un moment court, à distance, ça pouvait vraiment faire la différence. Donc, on a utilisé ce moyen-là, on a utilisé le courrier, la poste, qui fonctionnait bon an, mal an, mais qui fonctionnait quand même, et on a utilisé l'outil informatique. Après, on n'a pas du tout encore accès, et moi, alors ça, c'est quelque chose, effectivement, ça sera plus sous forme de questions, mais tout ce qui est l'intelligence artificielle m'intéresse. Effectivement, j'imagine et je peux bien concevoir l'intérêt là, de tout ce qui est voilà, apport pour les personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Pour l'instant, on ne les a pas dans mon établissement. On ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse. Ça a été l'objet d'un colloque oui, organisé par hashtag le plus important au Collège de France, où on a eu de très beaux partenariats avec les personnes de l'éducation nationale. Christine, je pense que vous pourriez en dire quelques mots. Du point de vue des enseignants, justement, il y a eu sans doute aussi cette importance des contacts et des échanges humains, peut-être pas forcément par le biais du numérique compte tenu de ses limitations, mais je sais que ça s'est fait de la même manière, que des enseignants se sont, comme Claude le soulignait, énormément investis
pour maintenir ce lien par téléphone, effectivement, parfois en récupérant des documents, justement aussi pour ces élèves pour qui voilà, les outils numériques étaient moins accessibles encore du fait de certaines de leurs difficultés? Alors moi, j'étais en contact hier soir justement avec une collègue professeure des écoles, directrice d'une école qui pratique la pédagogie freinée donc dans le sud-est de la France, et qui me disait en fait, son objectif, travailler dans une école freinée, c'est faire en sorte que l'intelligence collective des enseignants, des parents, des élèves constitue un groupe, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Eh bien, l'utilisation du téléphone, tout simplement, a été priorisée par les enseignants parce que c'était le seul moyen d'aller au-devant des familles, discuter avec les familles, voir un petit peu quels étaient les problèmes. Donc le téléphone, pourquoi pas? Mais il faudrait louer aussi la mise en œuvre par un certain nombre de collectivités territoriales. Je pense par exemple pour des collèges, de l'attribution de tablettes gratuites et d'abonnements Internet pour des élèves en situation sociale difficile, parce que faire de l'inclusion, c'est bien sûr se préoccuper des élèves et des enfants à difficultés particulières, mais ces difficultés particulières peuvent être d'ordre social et culturel. Et donc, je pense que les collectivités territoriales, de ce point de vue, mais l'État intervient bien évidemment quelquefois aussi à ce niveau-là, sont d'une aide tout à fait importante. Enfin, deuxième point, au niveau de l'association Inversion à la classe, la démarche, c'est d'abord de former les enseignants. Et former les enseignants par les pairs, c'est la stratégie de l'association, en organisant un clic, en organisant la semaine des classes inversées, où en fait les enseignants, de façon très horizontale, viennent partager, écouter, voir un petit peu les difficultés que les uns rencontrent et les solutions que les autres trouvent. Voilà en gros, si vous voulez, ce que nous défendons, avec l'idée forte que pour faire en sorte que l'inclusion se mette en place, il faudra ne pas se limiter comment dirais-je, à une catégorie d'apprenants, mais que chaque apprenant doit être pris en charge par l'école dans sa spécificité personnelle, y compris sociale et culturelle, en faisant en sorte que le côte à côte pour l'enseignant soit une priorité. Ça est effectivement très clair. On a beaucoup de questions là, par rapport à vos interventions, là, tous les trois. Je vais essayer d'en reprendre deux là. Concrètement, là, on a vu un certain nombre d'expériences, d'enseignements. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? On a une question qui est, peut-on imaginer un post-Covid où certaines pratiques et ressources développées pendant le confinement entrent dans les classes en présentiel? Qu'est-ce que ça va nous apporter, cette crise, comme enseignement dans l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers? Est-ce qu'il faut plutôt aller du côté relationnel, pédagogique, cognitif? Donc, vous voyez, là, on sent bien que les questions s'orientent sur okay, tout ça est très intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient pour la suite, quoi? Christine, de votre côté, au niveau de l'Académie Nancy Metz, peut-être une réaction par rapport à ces questions? Oui, d'abord, les échanges sont vraiment intéressants à entendre et sur lesquels plusieurs sujets, j'aimerais rebondir sur cette question des perspectives. D'abord, j'espère qu'on en capitalisera beaucoup de cette période. D'abord parce que ce que nous avons produit a du sens puisqu'il s'est orienté sur l'humain. Et évidemment que c'est la préoccupation qu'on a tous, comment faire progresser l'humain, comment rester en relation avec lui. Et les outils numériques ont été mis au service de ce formidable enjeu. Donc j'espère qu'on en gardera beaucoup parce qu'il y a eu une énorme production de la part des enseignants et énormément de créativité. D'autant plus qu'on a eu beaucoup d'enseignants qui n'étaient pas forcément utilisateurs du numérique, qui sont venus se saisir de ces outils. Et donc, il y a eu un beau patchwork de ressources très innovantes, très différentes. Le deuxième point, je pense qu'on capitalisera parce que, je dis toujours moi à mes équipes, on est en continuité de ce qui a été impulsé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture. Claude témoigne de la classe inversée. Quand on a été en situation de confinement, immédiatement, on s'est tourné vers les techniques de la classe inversée pour voir de quelle façon on pouvait les mettre à disposition de l'enseignement à distance, puis à présent de l'enseignement hybride. Donc, ça veut bien dire qu'on est en continuité de pratiques pédagogiques qui nourrissaient déjà une communauté d'enseignants. Par rapport au travail avec les collectivités ont été pleinement à la manœuvre à nos côtés. Et sur l'Académie Nancy Metz, nous avons distribué aux familles du matériel
pour les familles qui étaient très éloignées, qui n'avaient pas les équipements suffisants. Et on est déjà en train de réfléchir à la suite pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique qui soit posée. Christine, pardon, je suis très impoli, je vous coupe là parce que ça correspond justement à une des questions des spectateurs, enfin des participants là. Quand vous dites effectivement don de matériel, j'ai une question là hein, pour nous titiller, nous chahuter un peu. C'est OK, très bien, le don de matériel. Maintenant, comment on fait pour que dans chaque famille, il y ait bien une connexion et que la personne sache prendre en main l'outil? Oui, ça nous a sauté aux yeux parce que, en fait, très vite, les fédérations, on a été très vite en première ligne hein, sur ces dossiers et les fédérations parents d'élèves se sont tournées vers nous pour nous dire oui, alors on sait récupérer le travail, mais on ne sait pas rendre le travail. Et là, quel que soit le type de famille, je dirais, c'est même évidemment les plus éloignés qui ne maîtrisaient pas l'outil, mais toutes les familles. Les élèves produisaient par écrit, produisaient sur leur outil, mais ne savaient pas le rendre. Alors on disait, mais prenez une photo sur smartphone, la photo était trop lourde, ils n'arrivaient pas à l'envoyer. Et alors, c'est incroyable cette produit. Alors qu'avant, on avait les mêmes problèmes, simplement, on ne les avait pas identifiés massivement parce que le travail à la maison était déjà existant par le numérique. On n'avait juste pas identifié qu'il y a certaines familles qui n'avaient pas les compétences ou élèves qui ne savaient pas rendre le travail. Et là, on a fabriqué des tutos extrêmement simples qui étaient justement, Claude l'évoquait, hein, par mon smartphone, eh bien, comment j'utilise ça de façon intelligente, puisque là, la plupart des familles ont ce type d'outils. Et alors, on leur a appris à scanner des documents, à envoyer des documents, à utiliser des zones d'échange RGPD. Et voilà, on a tout un ensemble de tutoriels qu'on a écrits pour les élèves et pour les familles. Et oui. Ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas encore produit. Et c'est très, très intéressant d'avoir été dans cette période parce qu'on ne s'était pas rendu compte de ce choc de non-maîtrise d'outils numériques de base. Justement, Christine, vous évoquiez la question de la RGPD et des données. C'est aussi un autre sujet important, d'autant plus important qu'il s'agit de mineurs, de données éventuellement sensibles lorsque c'est des professionnels de la rééducation, puisque c'est des données qui sont liées à la santé. On a cette question qui a été voilà, un grand sujet justement lors de ce déploiement très massif, encore inédit des outils numériques. Quid de cette question de la protection des données, des outils préservés, enfin protégés ou moins protégés? Comment est-ce que chacun dans vos fonctions respectives, vous avez pu voilà, vous trouver confronté et apporter des solutions ou des réponses à cette question? Christine, j'imagine que de par votre fonction, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de votre travail. Oui, je vous en remercie d'en témoigner parce que c'est mon métier de m'assurer qu'on propose des outils numériques conformes aux enseignants et qu'on les installe dans une situation sécurisée de pratique de travail. Et vraiment, ça me préoccupe autant. En début de confinement, en fait, les enseignants ont fait ce qu'ils ont pu. Et parfois, aidés par leurs propres élèves, on en connaît tous des anecdotes. Et pourquoi pas, à la rigueur, vous savez, c'est dans les apprentissages, on a toujours des étapes intermédiaires. Et c'était peut-être une étape intermédiaire nécessaire d'aller vers l'outil qu'on utilise pour d'autres tâches avec des compétences qui étaient transférables. Et au fur et à mesure de la situation de confinement, on a organisé, on a accompagné les enseignants pour qu'ils aillent vers des outils qui étaient RGPD et nous en avons tout un panel. Tout à fait. La question, elle est sur l'après. Je pense qu'on a un défi collectif, qu'on continue de développer des outils conformes RGPD, on les connaît, on connaît les cahiers des charges nécessaires et qui soient à la hauteur d'une dimension nationale. C'est-à-dire qu'on arrive à converger, maintenant qu'on a quand même très bien identifié les outils pédagogiques dont les enseignants ont besoin, vers quelque chose de simple, de fiable, de stabilisé et d'accessible pour tous. Et ça, c'est un défi qu'on a ensemble à mener parce que les enseignants ont vraiment répondu présents sur ces défis de mise en œuvre dans leur pratique. Et vraiment, je crois qu'on peut être très fier d'appartenir à cette communauté éducative parce qu'ils ont été vraiment d'une attitude remarquable. Tout à fait. C'est effectivement cette attitude remarquable. Et Claude, peut-être une réaction de votre côté. On a parlé beaucoup de la partie outils. On évoquait tout à l'heure avec Sylvain la dimension plus relationnelle. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment inclure les élèves et les parents via les outils numériques? Moi, je dirais qu'en fait, ce qu'ont découvert bon nombre d'enseignants, c'est que les élèves
ont été en fait les enseignants de leurs parents. Pas dans tous les cas, mais souvent. Les élèves ont été les enseignants de leurs parents, c'est ça? Eh bien oui, parce qu'en fait… Donc, on inverse la classe et on inverse la relation familiale. Mais écoutez, on va quand même dire les choses simplement. On ne peut enseigner que si l'on a bien compris. La preuve que l'on a bien compris, c'est que l'on peut enseigner. En fait, le concept de partage, de mutualisation, de tutorat dans la classe, qui va de pair avec l'idée de confiance et d'intelligence collective, conduit à faire de l'enseignant, mais également de l'apprenant, un chercheur, un créateur. Et donc, on est bien dans l'idée d'inversion. Et s'il y a des familles, je vais donner un exemple très simple. Dans un lycée parisien, il y a une enseignante qui inverse sa classe avec des élèves allophones, nouveaux arrivants. C'est-à-dire que ce sont des enfants d'une extrême diversité de niveaux et de compréhension de la langue française. Et bien, ils utilisent l'inverse, bien sûr. Elle met en activité les élèves, y compris dans ces moments de confinement. Et ces élèves-là apprennent à leurs parents autant les concepts qui sont appris par leurs enfants que les savoir-faire qu'ils acquièrent dans ces démarches d'inversion. Donc, oui, effectivement, l'inversion, c'est tout cela. C'est un petit peu plus d'horizontalité et donc faire en sorte que des enfants puissent être valorisés dans leur famille parce qu'ils vont expliquer à leurs parents comment utiliser un peu plus le téléphone portable, qui est en fait un ordinateur. Parce que la fonction de téléphonie du smartphone, ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'il y a de plus fondamental, c'est l'ordinateur qui se cache dans ce smartphone. Et donc, valoriser ces élèves, ça participe effectivement de l'apprentissage des familles. Alors, un point, vous disiez, et l'école d'après. Un certain nombre de collègues découvrent un certain nombre de pratiques. Et je parlerai par exemple des open badges, parce que les open badges, ce sont des modalités d'évaluation qui valorisent des compétences informelles que l'école généralement ne valorise pas et n'identifie peut-être même pas. Donc, des enseignants inverseurs travaillent sur ces open badges pour faire en sorte que dans la posture du côte à côte, l'installation en présence de la coopération, la différenciation et la recherche d'autonomie puissent faciliter le travail à distance et modifient aussi les modalités d'évaluation. Donc oui, effectivement, les outils, dès lors qu'ils sont distribués par des institutions type collectivité territoriale, avec bien sûr des abonnements Internet, mais une Livebox dans une famille, elle peut soutenir 4 à 5 appareils qui vont travailler sur Internet. Or, s'il y a 2 ou 3 enfants, un en école primaire, un en collège, un en lycée, plus la maman ou le papa qui travaille sur son ordinateur, imaginez, effectivement, l'outillage est d'abord nécessaire. Et faire en sorte que les élèves puissent maîtriser l'outil, c'est aussi le rôle de l'école. Et je crois que Christine François, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je pense qu'on a beaucoup de questions. On en a une dernière qu'on va prendre parce que c'est passionnant de vous écouter tous et on pourrait y rester des heures et des heures, mais je crois qu'on a prévu 1 heure et chacun a énormément d'occupations par la suite. On a une question en référence au premier webinaire où donc Gaëlle Regnault, donc, qui est la fondatrice de Learn Enjoy, qui propose en fait des outils numériques spécifiques pédagogiques pour les enfants avec troubles du spectre autistique. Vous soulignez d'ailleurs tout à l'heure, Christine, l'environnement numérique extrêmement large qu'on a et je pense que c'est aussi l'occasion de souligner la grande solidarité qui s'est exprimée au moment de ce confinement avec notamment tous les éditeurs scolaires qui ont mis à disposition de tous les professionnels leurs outils numériques, leur manuel en ligne, ce qui a permis vraiment un très très grand nombre de ressources et je crois que ça nécessite vraiment d'être salué, souligné et c'est sans doute aussi qu'il y a une dynamique très positive envers les outils numériques et les manuels en ligne et ce genre de choses. Donc, Learn Enjoy fait partie justement de ces acteurs de la EdTech qui ont proposé des outils. Et elle nous disait qu'effectivement, il y a eu plus de 10 000 demandes de la part des enseignants donc pour avoir accès à ces outils, pour accompagner leurs élèves avec TSA et également de la part des établissements médico-sociaux. Donc, Sylvain, je pense que vous avez aussi pu vous appuyer sur tous ces outils. Et Gaëlle nous disait que ce qui a fait la réussite de l'expérimentation, c'était le fait qu'il y avait eu une coordination des usages entre parents, enseignants, accompagnants des élèves en situation de handicap. Vraiment, cette idée que tout le monde a travaillé ensemble. Est-ce que les uns et les autres, Sylvain peut-être pour commencer, puis Christine et Claude, vous avez juste quelques mots à dire sur justement cette importance de la coordination qui est ressortie déjà de tous nos échanges, je pense, jusque-là?
Alors, nous, la coordination, effectivement, elle a eu lieu. Alors, elle a eu lieu avec le siège de la Fondation, qui a pu nous aider aussi. Alors, quand on parlait d'RGPD, où effectivement, on n'a pas eu, heureusement d'ailleurs, on n'a pas eu cette question à se poser, parce que les choses étaient, on recevait aussi les outils qu'on avait le droit ou pas, qui étaient sécurisés. C'était quelque chose de très intéressant. On avait aussi, alors tout à l'heure, dans l'exemple que Claude donnait, hein, c'est vrai que nous, on a eu vraiment aussi ce lien avec les parents. Et quand on parlait aussi de mise en valeur des enfants, on a, alors on a des choses comme ça, mais je pense comme tout le monde, mais c'est vrai que l'enfant en situation de handicap, là, des fois, nous, ça a pu être le cas, a pu être la personne ressource dans la famille. Et ça a été assez incroyable parce qu'on n'était plus l'enfant qui était en situation de handicap, mais le parent. Et ça inversait aussi les choses. Encore une fois, on parle beaucoup d'inversion, mais c'est vrai que c'était vraiment ça. Et ça a pu mettre en valeur des compétences qui étaient pas forcément connues aussi là, des familles. Donc, le lien, effectivement, après, avec nous, alors l'équipe d'enseignants spécialisés aussi a pu vraiment travailler en lien avec les familles. Donc, on a utilisé comme vous le disiez, hein, là, cette forme de partenariat, cette forme d'unicité entre les différents corps de métiers et différents établissements, ça a été quelque chose de riche au niveau de l'expérience. Oui, Christine, de votre point de vue? Oui, je vous rejoins sur tout d'abord le travail très important des éditeurs de ressources en France qui vraiment, que ce soit par le biais des ENT ou par les ressources numériques, nous apportent des plateformes de très très belle qualité qui ont permis aussi aux enseignants de trouver un ensemble d'outils complémentaires qui répond à leur pratique pédagogique. Parce qu'on n'a quand même pas créé de l'uniformité dans la pratique pédagogique, mais les enseignants ont bien gardé leur identité de pratique, ce qui fait que les élèves ont toujours gardé ce contexte d'apprentissage qu'ils avaient déjà nourri en présentiel, en amont, avec leurs professeurs. C'est dans la pratique pédagogique avec leurs professeurs. C'est vraiment un premier point à souligner. On n'a pas fait, en fait, chacun a gardé son identité professionnelle. Et le deuxième point par rapport à de la coordination on va dire, plus différente, je pourrais témoigner d'un travail qu'on a fait avec les associations de quartier pour les familles les plus éloignées. Et donc, on a un maillage de 22 associations dans l'académie qui accompagnent les familles et on les a réunies en classe virtuelle et on les a formées pour qu'elles puissent accompagner les familles dans les quartiers avec ce travail de pair à pair, vous savez, de voisin à voisin et d'entraide. Et c'est vrai que c'est rare pour une délégation académique au numérique qui a plutôt force de pilotage, on va dire, et d'accompagnement des enseignants. Et bien maintenant, d'avoir nourri des contacts quasi mensuels, enfin en tout cas au départ c'était chaque semaine, avec ces associations, ces médiateurs de quartier, pour qu'en état d'urgence, ils aillent au plus près de chaque famille que nous souhaitions, surtout avec qui nous souhaitions maintenir un lien et ne pas renforcer le décrochage. Et ça, c'est quelque chose qui restera, c'est du capital qu'on a créé qui restera durablement. Merci Claude. Un petit dernier mot avant qu'on passe à notre conclusion. Oui, moi je dirais que l'architecture de nos classes, l'autobus, la forme scolaire, la relation apprenant-enseignant sont hérités des modèles des écoles des frères des écoles chrétiennes, les Lassaliens, au détriment de l'enseignement mutuel que François Guizot en 1833 a mis en place. Il prône l'enseignement simultané dans une instruction primaire dirigée par l'État et centralisée. Bon. Les enseignants aujourd'hui, d'ailleurs dans ce contexte-là, on a formé de façon industrielle, je dirais, l'ensemble de tous les Français du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Le problème de l'inclusion ne se posait pas dans ce terme-là. C'était homogénéisé. Comme dans la suite de Napoléon, tous les lycées avaient les mêmes emplois du temps et les élèves faisaient exactement les mêmes choses, quasiment au même moment. Aujourd'hui, les enseignants, dans des démarches plus horizontales, créent des collectifs apprenants, mais ils ne sont pas les seuls. Des collectifs apprenants dans des établissements apprenants, des territoires apprenants, des universités apprenants, où on apprend et on se forme entre pairs. Je crois que ce concept-là, c'est un concept qui, comment dirais-je, construit de fait l'école d'après. Nous travaillons, l'association Inversion la classe, en étroite coopération avec l'institution scolaire, le ministère de l'Éducation nationale,
avec Christine François, de ses collègues d'Anne, c'est les corps d'inspection, les personnels de direction. Mais je crois qu'il y a un chemin supplémentaire à mener pour faire en sorte que l'ensemble de tout ce qui a été acquis dans ce moment difficile qu'ont vécu les élèves, et les parents et les enseignants, eh bien, on puisse se construire là-dessus et aller au-delà pour que la confiance, pour que le partage, la mutualisation, je l'ai déjà dit cela, soit de règle dans l'éducation nationale, comme c'est en train d'être de règle et demandé dans les entreprises pour faire en sorte que la richesse de chacun puisse bénéficier au collectif. Merci. Claude, écoutez, vous avez fait mon travail pratiquement. C'est vrai que pendant toute cette heure, on a pu voir à la fois l'importance justement des outils numériques et du potentiel dont ils sont porteurs, mais néanmoins qui nécessite encore un intervenant nous parler de la nécessité encore du mix papier, que ce soit un mix papier et numérique. Néanmoins, de toute façon, ce qui fait quand même, je pense, le cœur de notre travail à tous et de votre travail d'éducateur, c'est cette question de la relation dont il faut inventer des nouvelles formes à l'ère du numérique. Alors, je pense qu'on parlait d'outils tout à l'heure, notamment des besoins tactiles et autres. Je crois qu'il y a quand même des travaux qui sont faits de manière, voilà, des recherches, des inventions sur des outils tactiles à distance. Donc, il y a quand même encore des perspectives justement qui vont dans ce sens de l'inclusion, de compenser un certain nombre de difficultés par ces outils numériques. Je crois que c'est ça aussi qui est le côté fascinant de notre époque et de cette technologie, mais dont on sent bien que ça ne surpassera pas la question des échanges directs, des échanges relationnels, et notamment, Claude, dans cette dimension que vous soulignez de la formation entre tous, que ce soit les enfants qui soient nos éducateurs parce qu'ils ont parfois une meilleure maîtrise des outils, et quand même encore des adultes, on va dire, qui ont des choses à passer à la nouvelle génération. Merci vraiment à tous de vos questions très nombreuses. On a essayé d'en passer un plus grand nombre. Merci vraiment de nous avoir fait partager votre expérience et puis vos idées et vos leçons pour l'avenir. Et puis voilà, c'était un grand plaisir de vous rencontrer. Je laisse le dernier mot à Eric. On aura tenu le temps parfaitement. Bravo. Et le dernier mot, et je me joins à tes remerciements vraiment pour tous les trois et toutes les questions que vous nous avez posées. Le dernier mot, en fait, c'est une invitation à nous rejoindre pour les prochains webinaires. Le prochain aura lieu même jour, vendredi 26 juin à 11h30. Même principe. Et là, autre sujet tout aussi passionnant sur la collaboration entre les parents et les profs. Est-ce qu'il y a un nouveau souffle suite à la crise? Voilà, de la part de toute l'équipe hashtag le plus important et de Marlène, on vous remercie, on vous souhaite une excellente journée et bravo encore pour tout ce qui a été fait là. Merci. Pour ceux qui n'ont pas été là, c'est enregistré, vous pourrez revoir voilà, et diffuser à vos collègues. Voilà, on a une chaîne YouTube dans les tops des vues. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.